réponse aux sollicitations des Camérés, des Tshisekedi et les autres, qu'il n'y ait pas un suivi, pour ne pas dire un encouragement des diplomates que vous êtes, de l'Union européenne, etc. Vous voulez seulement, quand ça chauffe, là, vous sortez. Il aurait fallu que vous soyez aussi quelque chose de support, du dialogue en préparation en ce moment. Bah, écoutez, nous, si vous regardez nos déclarations, elles sont toujours extrêmement claires. Nous n'avons cessé d'appeler au dialogue entre toutes les forces politiques, tous les acteurs, pour contribuer effectivement à un dialogue sur le processus électoral. On a dit très clairement que la publication du calendrier électoral et le vote de la loi adoptée par le Parlement le 25 janvier constituaient des pas en avant importants. Et depuis, nous n'avons cessé d'appeler au dialogue. Mais à partir du moment où la République démocratique du Congo est un pays indépendant depuis... Et souverain. Et souverain, oui. Bien entendu, depuis 1960. Absolument. Je crois que ce n'est pas à nous de dicter l'agenda politique. Alors, vraiment, c'est aux acteurs politiques de le mener. On voit au Burundi la communauté internationale demander les glissements des élections, les reports des élections, etc. S'il advient ici que dans les conditions de moyens, et je vous poserai la question tout à l'heure sur les financements des élections, parce que vous avez toujours dit, nous, on attend les calendriers, on attend les moyens, on attend, mais pendant tous ces temps, les temps passent aussi. Alors, si les moyens n'arrivent pas à temps, si les choses ne se font pas dans les règles de l'art, et qu'il y ait un dépassement, ces glissements, il est pour vous constitutionnel, vous allez dire, on va s'en tenir seulement à ce que les textes disent. Écoutez, moi, ce que j'espère, c'est que la République démocratique du Congo ne sera pas dans les conditions que connaît à l'heure actuelle le Burundi. Si le Burundi est aujourd'hui dans la situation que l'on connaît, c'est comme vient d'ailleurs de le dire la présidente de la commission de l'Union africaine, Madame Zuma, oui. C'est parce que les conditions qui avaient été posées par le consensus d'Arusha n'ont pas été respectées. Mais tout le monde sait qu'Arusha, ce n'était pas la Constitution, c'était un arrangement. Et qu'il y a eu juridiquement 2 mandats, et ces 2 mandats, c'est ce que l'autre, enfin, il a fait un mandat, il devait faire un deuxième. Parce que quand on parle d'élection, c'est là où il y a les mandats. Moi, je m'en tiens à ce que dit, répète la présidente de la Commission de l'Union africaine, oui. Qui est que la base de l'accord politique qui a permis, heureusement, la réconciliation au Burundi, n'oublions pas qu'il y a quand même eu des guerres civiles qui ont fait 300 000 morts, oui. C'est le consensus d'Arusha. Et Madame Zuma l'a dit très clairement, le consensus d'Arusha n'a pas été respecté, c'est à l'origine des problèmes qui existent à l'heure actuelle. Alors, revenons à la République démocratique du Congo. Est-ce que toutes les élections sont importantes, monsieur l'ambassadeur? On a vu en France qu'il y a eu des élections cantonales il n'y a pas longtemps. La démocratie à la base, vous y croyez? Évidemment. Alors, pourquoi vous ne voulez pas financer les élections locales, provinciales? Je n'ai pas dit qu'on ne voulait pas financer des élections locales. Nous attendons le dialogue entre toutes les forces politiques congolaises pour qu'il y ait un accord sur un calendrier électoral réaliste. Bon, la question... Celui de la CENI n'est pas réaliste, le global? On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on constate quand même qu'il y a déjà un certain nombre... Ouais, petit, oui. Oui. Alors, pourquoi vous insistez toujours, et on a écouté les États-Unis les dire, vous à chaque fois, vous le dites, mais avec beaucoup de diplomatie, que pour vous, c'est seulement les élections législatives et présidentielles qui sont importantes. Parce que la démocratie du peuple, ça ne vous dit rien? On n'a jamais dit ça. Vous ne pourrez jamais trouver une déclaration dans laquelle... John Kerry l'a dit, hein? Moi, je suis représentant de l'Union européenne. Si vous voulez demander pour John Kerry, vous demandez à mon collègue et ami. Donc l'Union européenne est prête à financer les élections locales, provinciales aussi. Nous attendons une réunion du comité de partenariat où nous avons à regarder quel est le plan de décaissement et voir ce qui sera possible de faire et quelles sont les demandes du gouvernement congolais. Mais le budget de la CENI est quand même assez important, monsieur l'ambassadeur. Oui, mais on a vu ce que vous avez proposé, les États-Unis 30 millions, l'Europe
peut-être pas autant. Est-ce que vous allez demander à ce qu'on réduise, enfin, ces calendriers, les échéances, ou plutôt les nombres d'élections, parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent, ou parce que vous auriez voulu, par exemple, qu'on privilégie la présidentielle et les législatives au détriment des autres, parce que vous n'avez pas le moyen de votre politique? D'abord, je pense quand même que, y compris pour la population, bon, les élections sont vraiment un élément extrêmement important Oui. de la légitimation du pouvoir. Oui. Bon. Et ceci a des conséquences sur le reste. Sur le futur. Oui. Parce que comment gérer un pays comme le Congo, comment gérer par exemple ne serait-ce aussi une ville comme Kinshasa s'il n'y a pas des élections qui permettent de voir quelles sont, et de débattre, et de voir quelles sont les grandes orientations politiques. Donc je pense que c'est très important que ce soit d'abord les pays eux-mêmes qui financent les élections. Je pense que c'est vraiment un élément Donc vous fondamental. comprenez quand l'État congolais dit « laissez-moi financer mes élections », c'est une question de souveraineté. Ben, c'est évidemment une question de souveraineté, mais c'est aussi une question véritablement d'appropriation du processus démocratique par la population congolaise. Donc le gouvernement congolais nous a dit qu'il financerait 80% donc, du processus électoral. Après, je pense qu'on peut discuter quand même. Nous avons des experts qui sont en train de travailler, mais le projet de budget, il est fait en prenant les hypothèses les pires, c'est-à-dire la nécessité d'apporter le matériel électoral par avion dans les dernières semaines. Si on se prépare suffisamment à l'avance, je pense qu'il est raisonnable d'estimer qu'on peut tenir les délais, réduire les coûts. Lorsque nous discutons avec le Premier ministre, il nous dit qu'il pense quand même qu'on doit sans doute pouvoir réduire les coûts. donc on ne sera pas dans le milliard. On va terminer cette émission. Voilà, donc on va attendre, on va regarder quand même quelle est la discussion. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait et c'est pour ça que quand vous dites qu'on n'encourage pas le dialogue, oui, parce que vous aimeriez bien, enfin, je ne vous prête pas les intentions, hein. J'espère. Vous aimeriez bien que ça chauffe pour que vous interveniez. Non, alors qu'il y a le dialogue. Non, là, ça, je ne peux pas vous permettre de dire ça. Non. Dans la mesure où jamais nous ne souhaitons que ça chauffe. Non. Je ne vois vraiment pas l'intérêt que ça chauffe, comme vous dites. Non. C'est l'inverse. Vous aimeriez que ça soit plus calme. Bah, évidemment. D'accord. Évidemment. Alors, je pose cette question parce que. Ça me paraît curieux que vous puissiez en Non, mais je mets à la place de ceux qui disent, mais souvent quand les opposants voient chez M. Dubon et tout ça, ils demandent qu'on pose des conditionnalités à l'État congolais, des invectives, etc. Nous, notre porte est ouverte oui. à tout le monde. Je ne contrôle pas ce que dit ou demande l'opposition, pas plus que ce que dit la majorité. Mais il n'engage qu'eux-mêmes, évidemment. Absolument. Je veux dire, ce pays est un pays souverain. C'est quand même d'abord aux Congolais de régler leurs affaires. Monsieur l'ambassadeur, terminez cette émission par ces observations des téléspectateurs, surtout des Congolais. On est très suivi par des diplomates, enfin, par des hauts fonctionnaires congolais. Comment expliquer que je sais que vous êtes représentant de l'Union européenne et que, j'anticipe pas, que des questions, des visas, c'est des souverainetés des États. Donc vous êtes là pour, au niveau de la plateforme, enfin, si vous voulez, l'ensemble des pays. Mais vous n'avez quand même votre mot à dire, des conseils à donner, etc. C'est de la réputation de l'Europe dont il s'agit. Moi, on m'a déposé 2 dossiers, des membres du gouvernement, membres du cabinet du chef de l'État, même des hauts fonctionnaires de l'État qui déposent des demandes de visas à l'espace Schengen. Ils sont humiliés, il faut une dizaine de jours, alors qu'ils ont des autres démissions, les prises en charge du trésor public. Ça vous étonne que les gens aillent plutôt vers la Chine, vers l'Inde, que vers l'Europe, par exemple, lorsqu'ils suivent ce genre de comportement de la part des fonctionnaires qui traitent les visas? Bon, tout d'abord, comme vous le savez, vous l'avez d'ailleurs anticipé, hein, oui. C'est une compétence qui ne relève pas de l'Union européenne, ce sont des compétences... Alors, Schengen, ça sert à quoi alors? Schengen, c'est une colocation à Kinshasa, hein,
mais c'est avant tout un échange d'informations à travers le système d'information Schengen, mais les compétences restent nationales. Je ne veux pas pour autant échapper à nos responsabilités. Oui. Et qu'est-ce que vous leur dites aux fonctionnaires congolais qui se trouvent humiliés alors qu'ils sont là pour aller en Europe en mission et puis revenir dans leur pays? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un problème. Oui. Alors, comme vous savez, bon, il y a un problème d'immigration illégale. Déguisée? Non, pas déguisée. Vous êtes contre l'immigration déguisée? Vous savez que pour éviter notamment tous les drames qui se passent à l'heure actuelle en Méditerranée, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il y a un principe, on sauve les gens. Hein, ça, c'est un principe de base. Et on ne refoule personne. Et donc, on a mis des moyens supplémentaires pour sauver les gens. En même temps, vous créez quand même un problème parce que ces gens arrivent dans des conditions extrêmement difficiles et que si c'est pour qu'ils s'entassent dans des banlieues pour vivre mal... On le voit en Italie, hein. C'est pas la peine. Avec la crise, etc., voilà, c'est pas difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on fait? On a d'un côté encouragé la légalisation de la migration, c'est-à-dire organisée de façon raisonnable et rationnelle. Deuxièmement, ceux qui ne peuvent pas et ne doivent pas venir, les empêcher de venir, donc combattre l'immigration illégale. Et puis troisièmement, parce qu'aujourd'hui, un des moyens du développement, ce sont les envois des populations immigrées dans nos pays. Et c'est de faire en sorte que cet argent qui souvent sert à acheter des biens de consommation serve aussi à développer le pays à travers des projets d'investissement. Donc ça, c'est les trois formules. Pour l'immigration illégale, je pense que tout le monde est d'accord que c'est une nécessité. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Oui, parce qu'un ministre qui voyage ou un haut fonctionnaire, un professeur d'université, il n'a rien à voir. Il a son visa, parfois même des passeports diplomatiques. C'est inadmissible. Je suis complètement d'accord avec vous qu'il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Vous savez d'ailleurs que moi je ne vais pas vous parler ici du Congo, mais je vais vous parler du Nigeria où le problème était le même. Quand j'étais ambassadeur de France, j'intervenais quand même extrêmement fréquemment pour faire en sorte que quand il y a des petits problèmes, ce soit réglé de façon satisfaisante, qui préserve effectivement les bons rapports entre les pays. Non, mais non seulement ça, mais les rapports humains et la dignité humaine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et j'espère que nous avons vraiment passé en revue toutes les questions qui préoccupent et les Congolais et les Africains. Mais je voudrais quand même revenir sur un point malgré tout. Très rapidement. Oui, très rapidement. C'est que notre volonté, c'est véritablement la paix et la stabilité du pays. Et je ne peux pas la balkanisation. Non. S'il y a vraiment un acteur qui a toujours plaidé pour l'unité et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, c'est l'Union européenne, hein, et ses pays membres aussi. Et nous, notre objectif, il est vraiment très clair, c'est de faire tout pour que la paix et la prospérité règnent dans ce pays. Très bien. Je signale d'ailleurs que vous participez à la formation de la police et que cette police doit s'établir, y compris à Béni d'ailleurs, pour que la paix revienne là-bas. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Vous avez bien remarqué que nous avons élargi un peu la durée de cette émission pour permettre à l'ambassadeur de répondre à toutes vos questions que vous avez toujours posées en ce qui concerne l'Union européenne. Ceux qui sont en Italie en ce moment, vous avez la réponse. Ceux qui sont en France ou à travers le monde par rapport à la politique de l'Union européenne ici en Afrique et principalement en République démocratique du Congo. Dans quelques instants, les informations sur votre chaîne. À très bientôt.